Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Guérir la France de ses maladies chroniques comme par exemple les corporatismes. Voilà l'ambition d'Emmanuel Macron qui a présenté son projet de loi pour doper l'emploi avec de nombreuses mesures comme la réforme des professions réglementées. Analyse et débat dans ce journal. Et ces annonces sont aussi une manière de montrer à l'Europe que Paris s'engage sur la voie des réformes. Au moment où notre budget a été transmis à Bruxelles, la France veut éviter un avertissement ou un retocage de son projet par la Commission européenne. On en parle avec le club d'éditorialistes du mercredi soir. C'est un vaste plan d'économie et une lourde restructuration des armées. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a détaillé les efforts demandés aux militaires. 7500 suppressions de postes en 2015 et la fermeture de sites qui inquiètent les élus. C'est le cas à Châlons en Champagne, dans la Marne. Nous serons en direct avec le sénateur UMP de la région, René-Paul Savary, tout à l'heure. Enfin, les suites de l'affaire Big Malion, Jérôme Lavrieux démissionne de l'UMP et devance ainsi sa probable exclusion du parti. Il dénonce aujourd'hui une mascarade et une opération politique menée contre lui par les entourages de François Fillon et d'Alain Juppé. Les détails dans ce journal. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Alors que Paris remet à Bruxelles son projet de budget 2015, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, présente les grandes lignes de son texte pour relancer l'emploi. Une manière pour le gouvernement de montrer que Paris s'engage ou tente de s'engager sur la voie des réformes. On voit tout cela avec Jérôme Bonnard. Défiance, complexité, corporatisme, voici les trois maladies dont souffre la France, selon le ministre de l'économie. Au risque de briser certains tabous, l'ancien banquier a visiblement l'intention de bousculer des mentalités. Il se justifie. Accroître l'activité, permettre à ceux qui ont moins accès à cette économie d'accéder, les plus jeunes, les plus défavorisés, les salariés qui veulent travailler davantage, ceux qui veulent préserver leur emploi, se battre pour le préserver. Voilà. Enlever les verrous qu'il y a de manière très concrète dans notre économie. En guise de remède, le projet de loi pour l'activité prévoit des mesures qui visent les professions réglementées. Elles pourraient voir leur statut modifié à travers des réformes ciblées, telle la libéralisation de certains actes notariés. Le travail le dimanche et le soir pourrait être autorisé dans des zones à fort potentiel. Plus inattendu peut-être, libérer le secteur de l'autocar. Grâce à des règles plus souples et des ouvertures de lignes, 10 000 emplois pourraient être créés selon le gouvernement. Ce projet est discuté au moment même où Paris soumet celui de son budget 2015 à Bruxelles. Hasard ou coïncidence, alors que la France, sérieusement pointée du doigt pour son retard dans les réformes, doit convaincre. Le ministre de l'économie annonce aussi des cessations d'actifs de l'État sur 18 mois. Elles pourraient rapporter entre 5 et 6 milliards d'euros pour aider à relancer l'investissement au sein de l'Union. Des annonces qui s'ajoutent aux économies annoncées dans les armées. C'est sur ces bases que la Commission européenne rendra son avis sur le budget français. Et justement, dans le cadre des recherches d'économie, les efforts demandés aux militaires sont importants. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, les a détaillés aujourd'hui. Alors, il y aura de nombreuses fermetures de sites, la fin des activités médicales du Val-de-Grâce et la suppression de 7500 postes en 2015. Au total, quelle que soit la couleur du gouvernement en place, entre 2009 et 2019, la Défense aura supprimé près de 80 000 emplois. Les détails avec Cécile Sixou. Il ferme le Val-de-Grâce. Il ferme le Val-de-Grâce. Il ferme le Val-de-Grâce. L'annonce a surpris jusque dans les couloirs du Sénat. L'hôpital militaire du Val-de-Grâce va fermer ses portes. Jean-Yves Le Drian l'a confirmé ce matin dans un message aux armées. Le ministre de la Défense a détaillé les restructurations militaires et de son aveu, il a fait ce qu'il a pu. J'ai respecté mes engagements qui consistent à toucher le moins possible les unités opérationnelles et à procéder le moins possible à des dissolutions. Il y en a peu. Certaines sont douloureuses, mais il y en a peu. 7500 postes seront supprimés en 2015 et 34 000 d'ici 2019. L'armée fait les frais des plans d'économie du gouvernement.
Voilà de longues années que l'armée paye un lourd tribut aux économies budgétaires et on lui demande en même temps d'intervenir au Mali, en Irak et d'être performant. C'est, je dois dire, le seul ministère qui respecte les plans d'économie. L'armée est aujourd'hui en grande difficulté. La ville de Fabienne Keller, Strasbourg, est touchée. Elle va perdre sa base de commandement maritime. Mais il y a aussi Dijon et sa base aérienne, ainsi qu'Anglet et sa base navale. Enfin, Châlons-en-Champagne va perdre 2 de ses régiments. Demain, il n'y aura plus aucune personne relevant de l'armée à Châlons et ça va être la catastrophe. C'est une ville de 45 000 habitants qui va perdre 3 000 habitants entre les militaires et leurs familles. Des pertes de population et donc des pertes économiques pour la région. Les élus du département appellent à manifester demain. Et justement, nous sommes en direct avec le sénateur UMP et président du Conseil général de la Marne, René-Paul Savary. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre territoire est durement touché par cette restructuration avec le départ du 1er régiment d'artillerie de marine. Dites-nous quelles conséquences concrètes vous craignez avec cette fermeture. Écoutez, une suppression de 1000 postes avec les familles concernées, c'est plus de 3000 personnes sur une cité de à peine dans l'agglomération de 50 à 60 000 habitants. Donc c'est une catastrophe sociale. Qui nous tombe dessus, alors que dans la Marne, nous avons déjà été touchés il y a à peine quelques années avec la fermeture de la BA 112, et que maintenant on vient d'apprendre ce soir même la fermeture d'un autre site militaire à Conentré, où là ce sont 75 postes qui vont être supprimés, et une friche industrielle polluée de 250 hectares, dont il va falloir assurer la gestion. Donc véritablement, la Marne est en plein dans le collimateur du gouvernement et paye un lourd tribut à cette loi de programmation militaire. Et maintenant que c'est acté, semble-t-il, on a aussi entendu d'ailleurs l'indignation du maire de Châlons-en-Champagne, c'est Benoît Apparu, qui demande à manifester demain. Est-ce que vous vous joignez à son appel ? Bien sûr que je me joins à son appel et j'invite les Marnaises et les Marnais à se rendre nombreux à cette manifestation d'incompréhension, parce que c'est un territoire qui va encore souffrir. Les batailles de la Marne, ça ne s'invente pas. Nous sommes véritablement un territoire qui a amené un lourd tribut déjà dans l'histoire de la France. Les terrains militaires que nous avons ont été des terrains consacrés justement pour l'armée, et puis maintenant on supprime les régiments. Donc véritablement nous sommes des victimes ciblées de cette restructuration et nous ne pouvons l'accepter en l'état. Merci beaucoup René-Paul Savary d'avoir été en direct avec nous dans le 22h ce soir. Dans l'actualité, le projet de loi anti-djihad examiné en procédure accélérée au Sénat, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a annoncé aujourd'hui de nouveaux moyens pour la direction de la sécurité intérieure. Alors ce texte a déjà été adopté à l'Assemblée nationale et il est à présent soumis aux sénateurs qui se penchent notamment sur la lutte contre la propagande djihadiste sur Internet. Les suites de l'affaire Big Malion aujourd'hui, Jérôme Lavrieux démissionne de l'UMP et devance ainsi sa probable exclusion du parti. Il dénonce une mascarade et une opération politique menée contre lui par les entourages, dit-il, de François Fillon et d'Alain Juppé. Et c'est dans ce contexte que s'est officiellement ouverte la campagne pour l'élection du président de l'UMP. Le top départ a été donné aujourd'hui, même si bien sûr les candidats sont déjà bel et bien en campagne. On voit tout cela avec Samia Dechir. Le compte à rebours est lancé. La campagne pour l'élection du président de l'UMP s'est officiellement ouverte ce matin. Pas de surprise dans la liste des 3 candidats officialisés par la haute autorité du parti. Hervé Mariton, Nicolas Sarkozy et Bruno Le Maire sont donc tous 3, leur dossier remplissant les conditions fixées, officiellement candidats à la présidence de l'UMP. La campagne s'achèvera le 27 novembre à la veille du scrutin. Les militants auront ensuite 24 heures pour choisir leur candidat lors d'un vote électronique. C'est un vote sans procuration et un vote dans le cadre duquel les adhérents donc pourront se connecter à un site de vote spécifique, site de vote sur lequel ils devront s'identifier avec des codes qui leur seront communiqués par courrier. Des précautions prises pour éviter le fiasco de l'élection ratée de 2012. Pour écarter tout soupçon de fraude, le dispositif de vote sera soumis à une expertise indépendante par la haute autorité. Et pour qu'aucun candidat ne conteste le système, ils seront associés au processus.
À compter d'aujourd'hui, la Haute Autorité va se réunir en présence des représentants des candidats, d'ailleurs dès ce soir, et nous aurons des réunions hebdomadaires. Et nous voulions donc laisser la possibilité aux candidats, s'ils le souhaitaient, de diligenter parallèlement eux-mêmes une expertise indépendante. Les résultats provisoires devraient être connus le 29 novembre. Nicolas Sarkozy fait pour l'instant figure de grand favori, mais s'il gagne, les statuts du parti l'obligeront à renoncer à son poste de président pour pouvoir se présenter à la primaire pour la prochaine présidentielle. La suite du 22h et dans un instant, c'est le club d'éditorialistes du mercredi. Pour passer en revue les thèmes marquants dans l'actualité, vont me rejoindre Éric Fotorino, le directeur de l'hebdomadaire Le 1, Karl Meus, le rédacteur en chef au Figaro Magazine, notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombault, et pour un regard décalé sur tous les sujets, l'humoriste Gérald Dahan. C'est à suivre juste après le tour de l'info en France et dans le monde. Il est signé ce soir Agathe Pécastin. Regardez. 4 ans de prison ferme pour l'ancien maire de la Faute-sur-Mer. C'est ce que requiert le ministère public à l'encontre de René Maratier. Il est accusé d'avoir favorisé l'urbanisation du littoral vendéen, submergé par les eaux lors du passage de la tempête Cynthia en 2010. 29 personnes avaient péri. Un réquisitoire exemplaire pour l'association des victimes, un choc pour le prévenu. C'est du jamais vu. En France, on n'a jamais condamné un maire, on n'a en tout cas jamais requis un tel niveau de condamnation. Le jugement sera rendu le 12 septembre. Il est le nouveau visage d'EDF. Jean-Bernard Lévy succède à Henri Proglio à la tête de l'entreprise publique. L'actuel dirigeant de Thales doit être désigné lors du prochain conseil d'administration qui aura lieu demain. Pour Henri Proglio, candidat à son renouvellement, c'est la déconvenue. Nommé par Nicolas Sarkozy en 2009, il fait les frais d'un désir de renouvellement du gouvernement socialiste. Isabelle Balkany a été placée en garde à vue. Ce soir, la première adjointe du maire de Levallois-Perret est déjà libre. L'épouse de Patrick Balkany a été interrogée par la brigade de répression de la délinquance économique dans l'enquête pour détournement de fonds publics. Un nouveau cas d'Ebola déclaré au Texas. C'est le 2e soignant à être infecté par le virus. Hier encore, un patient libérien est décédé de la fièvre hémorragique dans cet hôpital de Dallas. En Angleterre, face à la propagation de l'épidémie, Londres renforce ses dépistages. Dans certains aéroports londoniens et dans les terminaux Eurostar, des contrôles sur les voyageurs sont effectués. Il s'agit d'une mesure ciblée sur les personnes qui ont été dans l'un des pays affectés par l'épidémie Ebola ces derniers 21 jours, la période d'incubation du virus. De son côté, la France annonce la mise en place de contrôles à l'arrivée des vols en provenance des zones touchées. Le club d'éditorialistes du 22h, vous connaissez le principe. Nous passons en revue les sujets, les thèmes marquants de la semaine avec les éditorialistes de la presse et tous les mercredis pour un regard décalé, inattendu sur l'actualité. Un humoriste, un artiste nous accompagne. Et ce soir, on est ravis d'accueillir Gérald Dahan. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, je suis ravi. Ça va bien. Quand je vois que là, il y a la crise Ebola, je me dis que si le gouvernement gère la crise Ebola comme il gère la crise de l'emploi, on est mal barré. Ah oui, non, pas de mauvaise nouvelle. Attendez, on va beaucoup parler politique ce soir. D'ailleurs, est-ce que les politiques de tous bords, droite comme gauche, vous inspirent toujours autant, Gérald Dahan ? Pour ne rien vous cacher, le 6 mai 2012, j'ai eu un petit peu peur parce que je me suis dit, ça y est, j'ai plus de boulot, j'ai perdu mon personnage principal. Et puis là, c'est son retour, enfin retour judiciaire, hein, parce que maintenant on sait que grâce à lui en politique, que si à 60 ans, t'as pas ton bracelet électronique, c'est vraiment que t'as raté ta vie. Et puis, il y a surtout François Hollande, oui. qui, moi, je pensais pas qu'il me donnerait autant de boulot, quoi. Je me suis dit, ça va changer. Ça vous donne beaucoup de boulot. On va regarder un extrait de votre prochain spectacle. Je crois que la première, c'est bientôt, c'est le 18 octobre. C'est le 17 même. 17, un spectacle intitulé Canular sur scène. On regarde en avant-première un extrait. J'ai changé. Le changement, c'était du flan. Je vais tout changer à l'UMP. Maintenant, ça va s'appeler le PMU. Je dis le pauvre Hollande, parce qu'on voit bien qu'il n'a pas fait exprès d'être là avec son petit air de flan caramel, hésitant sur le tapis rouge. Vous savez, on dirait presque un touriste qui s'était égaré le jour de la fête du patrimoine. Vous voyez, c'est... Car ma politique va avoir des résultats. Quand ? On ne sait pas. À chaque fois qu'il est quelque part, il pleut. Eh oh, je m'appelle pas François Hollande, moi. Moi, j'ai trempé dans tout, mais je suis jamais mouillé.
Voilà, humour et politique, on va en parler avec vous. Je présente également nos éditorialistes ce soir. Éric Fotorino, bonsoir. Bonsoir Sonia. Et bienvenue, fondateur et directeur de l'hebdomadaire Le 1. Nous accompagne également Karl Meus, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, rédacteur en chef au Figaro Magazine. Notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombault est là. Bonsoir Sonia. Jean-Louis. Et lui aussi, c'est un artiste, pour croquer toute l'actualité. Notre dessinateur Hervé Baudry, bonsoir Hervé. Bonsoir Sonia. Ça vous inspire aussi. Ah oui, non mais il est excellent. Je ne peux pas mettre la voix sur les dessins, mais oui, c'est excellent. Bravo. Regardez, un menu chargé des débats ce soir. La semaine du gouvernement, on va en parler avec le projet de budget sous l'œil de Bruxelles qui fronce les sourcils. On va parler des mesures du docteur Macron qui veut soigner les maladies chroniques de la France. Est-ce que les remèdes sont à la hauteur de la situation? Nous parlerons aussi ce soir des efforts lourds, vous l'avez vu tout à l'heure, qui sont demandés à nos armées dans le cadre des recherches d'économie. Et pour terminer ce soir, un éloge de l'expérience. Oui, de l'expérience, vous l'avez sans doute remarqué. Dans les sondages, ils ont la cote. Il s'agit d'Alain Juppé de Ségolène Royal, oui, Karl Meus. Ceux qui ont une vie politique mouvementée, eh bien en ce moment, ils sont tout en haut, alors qu'ils ont connu justement des hauts et des bas. On en parle. Mais avant de détailler tous ces sujets, messieurs, vos réactions à un retour et un départ aujourd'hui. D'abord, le retour de Thomas Thévenoud à l'Assemblée nationale et plus précisément à la Commission du développement durable. Qu'est-ce que ça vous inspire, Éric Fotorino? Le développement durable avec quelqu'un qui s'est montré déjà quand même très faible sur son précédent poste, puisqu'il a donné des leçons et on s'est rendu compte qu'il ne pratiquait pas du tout lui-même ce qu'il conseillait de faire. Donc on est mal parti pour le développement durable, qui était pourtant une cause importante, je pense, des gouvernements d'aujourd'hui. Karl Meus. À partir du moment où il a décidé de rester à l'Assemblée nationale, c'est plutôt bien qu'il s'investisse dans une commission. Après tout, il touche une rémunération, au moins qu'il effectue un travail. On ne peut pas lui reprocher à la fois de ne pas avoir démissionné et à ce moment-là, en restant, de ne pas chercher à travailler. Jean-Louis Gombault. Moi d'abord, je viens d'apprendre que c'est sa commission. Pour un homme qui veut durer, oui, c'est un peu normal qu'il soit dans un développement durable. Je ne vois pas très bien, même c'est un peu purement personnel, mais qu'est-ce qu'il espère exactement? Parce que garder sa place, Jean-Louis, garder sa place. Mais il ne peut pas en trouver une, il sait faire que ça. On lui posera la question. Gérald Darron, ça vous inspire? Il y a eu beaucoup de réactions, notamment sur Twitter et les réseaux sociaux, pour dire que ça manque quand même de dignité avec tout ce qui s'est passé. Moi, je trouve ça honteux, moi. Je pense qu'il n'aurait plus rien à faire à l'Assemblée nationale, quand même. Ça, c'est un retour. On va parler d'un départ, celui de Jérôme Lavrieux. Il quitte l'UMP avant la fin de la procédure qui aurait probablement, Karl Meus, quand même acté son exclusion. Jérôme Lavrieux, c'est une grenade dégoupillée aujourd'hui dans l'affaire Big Malion? Pétard mouillé, si je peux me permettre. L'impression, c'est plutôt qu'on a regoupillé la grenade. Alors, c'est difficile à faire, c'est comme le dentifrice, mais visiblement, il anticipe un départ qui, effectivement, comme vous l'avez dit, était annoncé, puisqu'il aurait dû être exclu. Mais il avait bien dit, si je me souviens bien cette phrase, si on m'exclut, je parlerai. À partir du moment où lui décide de partir tout seul, peut-être qu'on peut en déduire qu'à ce moment-là, il ne parlera pas. D'accord, c'est peut-être une bonne nouvelle pour certains. Au moins pour certains. Bon, on va voir cela. En tous les cas, on va parler à présent de la semaine du gouvernement et au moment où notre budget est soumis à Bruxelles. Jean-Louis Gombault, Emmanuel Macron présente une série de mesures pour, dit-il, c'est sa phrase, guérir les maladies chroniques de la France, comme par exemple les corporatismes. Une question d'abord, est-ce que ces remèdes sont à la hauteur de la situation que l'on vit? Certainement pas. Il en faudrait beaucoup plus. En tout cas, il essaie de défricher un certain nombre de points de blocage de la France, puisqu'il donne les trois complexités, corporatisme, défiance, qui seraient les trois maladies de la France. Mais c'est pas avec le transport d'autocars qu'on va... On ouvre là un champ qui est intéressant, mais ce qu'il nous présente n'est évidemment pas, si on prend le total, c'est pas ça qui va faire beaucoup de croissance. Mais enfin, bon, c'est un début. Il y a une information importante dans ce qu'il a dit, c'est sur les professions réglementées. Vous savez que l'une des raisons pour lesquelles les notaires, toutes les professions libérales étaient dans la rue, c'est qu'elles refusaient que rentrent dans leur société des capitaux qui soient extérieurs à la profession. Et là, il a dit que ce ne seraient pas des capitaux extérieurs à la profession. Donc pour ces gens-là, c'est extrêmement important, parce qu'ils avaient peur, en fait, d'être à terme dominés par des capitaux financiers, que ce soit même des capitaux financiers étrangers. Et donc là, il a exclu cette hypothèse qui était quand même sur la table. Ça, c'est la seule vraie nouveauté de la journée. Alors parlons de lui, Emmanuel Macron. On va jeter un coup d'œil sur votre première caricature, Hervé Baudry. Oui. Emmanuel Macron, quoi, voilà. Eh bien, Dr House. Oui, c'est Dr House. On le voit un petit peu plus avec une petite barre de 3 jours. Ah oui, c'est pour les remèdes aux maladies de la France. Oui, la différence de Dr House, lui, c'est sa 8e saison, je crois. Oui, il dure, Dr Ça House. fait que quelques mois déjà.
Éric Fotorino, Dr House, ou plutôt Emmanuel Macron, avait dit quand même à la une du JDD qu'il s'est donné 6 mois pour inverser la courbe du doute. Est-ce qu'avec ces mesures, cette impulsion qu'il peut donner, est-ce que ça peut être le cas? J'essaie de me mettre à la place du public, de ceux qui regardent la politique et l'évolution de notre économie. On voit qu'on est au rendez-vous nulle part sur la présentation du budget. On voit entre Bruxelles et Berlin. On entend Emmanuel Macron ce week-end dire aussi qu'il faut toucher à l'assurance chômage, même si ça se fera en partenariat avec les syndicats, etc. On a l'impression de plusieurs discours et pas beaucoup de crédibilité. C'est-à-dire qu'au départ, vous vous souvenez, François Hollande avait placé son quinquennat sur le signe de la courbe du chômage. Oui, et finalement, il n'avait pas été très inspiré de le faire. Et là, on a des mesures qui ressemblent à des mesurettes. Moi, je trouve que c'est pas à la hauteur. On est en train de nous dire qu'il y a 2000 milliards de dollars de dette, d'euros, pas dollars, qu'on a des déficits qu'on ne pourra pas résorber. Et là, on voit des images d'autobus. C'est vrai que ça fait bizarre parce qu'on n'a pas l'impression que c'est à la hauteur de l'exigence. On va demander au principal intéressé. Gérald Darmanin, ça doit être difficile de faire la voix peut-être d'Emmanuel Macron. Mais dites-moi, Emmanuel Macron, est-ce que vous pensez que vos mesures, votre budget est assez, je vais dire, de gauche? Écoutez. Nous allons tout d'abord augmenter le gasoil de 2 centimes. C'est-à-dire, pour bien calculer, que ça fait 1 euro par plein de 50 litres par personne. Quand on sait que 60% des automobilistes roulent au diesel, moi je dis pour Noël, c'est un beau cadeau de Monsieur Sapin. C'est un beau cadeau. Alors, il y a les cadeaux d'Emmanuel Macron. Il y a aussi, Carmis, parlons aussi de la forme, les maladresses peut-être d'Emmanuel Macron. Avec cette phrase aujourd'hui, dites-nous ce que vous en pensez, lorsqu'il évoque justement la relance des autocars. Et je cite, il dit « les pauvres qui voyageront plus facilement ». Oui, c'est une maladresse. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit que c'est pas un homme politique qui a sa carrière politique, qui n'a jamais rencontré d'électeurs. Emmanuel Macron, c'est un technocrate. Non, mais je lui souhaite de rencontrer des électeurs parce que ça lui permettra d'apprendre. Il a un gros cheveu même. Ah bon? Un énorme cheveu, mais il se contrôle. Enfin, c'est le James Bond de... Non, mais voilà, c'est quelqu'un qui est sorti de l'ENA, qui ensuite est allé directement à l'Élysée, qui maintenant a la chance d'être ministre. Mais voilà, maintenant il est confronté à la réalité. Il y a un certain nombre de mots qu'on ne peut pas utiliser. On voit très bien ce qu'il veut dire. Évidemment que le transport par car coûte moins cher et permet à un certain nombre de gens qui n'ont pas les moyens... Les pauvres, il faut dire les choses clairement. Voilà, c'est des mesurettes, mais ce sont des mesurettes qui vont permettre à un certain nombre de gens peut-être de voyager. Donc ça fera effectivement un peu de croissance. Le problème, c'est que c'est juste un apéritif. Nous, on attendait un plat de résistance. On est un peu sur notre faim. Pourquoi on n'a pas le droit de dire les pauvres? Pourquoi faut-il dire les plus défavorisés? Je veux dire, les pauvres s'appellent les pauvres. Il y a un politiquement correct qui est un petit peu curieux. Oui, vous savez, les agents de surface ont parlé, c'était tout ça. Mais moi, c'est dans la bouche, pardon, du ministre de l'économie. Les riches, c'est correct. Je pense non. Je pense de la même façon, c'est dans la bouche d'un ministre, c'est un peu péjoratif. Donc à la limite, c'est une maladresse. Hein. On est sur la forme là. Il avait déjà employé, alors c'était illettré ou analphabète. C'était illettré il y a quelques semaines. Il s'était excusé. C'est ça qui est étonnant. Il s'était excusé plusieurs fois. Et puis là, il recommence. Oui, parce qu'il y a des fans de Gad, l'humoriste, qui se sont plaints et qui ont dit qu'ils n'étaient pas des illettrés et que juste ils rêvent d'une banque, c'est tout. Non, mais la phrase sur les illettrés était, quand on l'écoute dans son intégralité, on voit bien qu'il voulait les aider, que c'était plutôt positif. C'est juste que le mot utilisé, comme là les pauvres, voilà, est malencontreux. Et comme dit Jean-Luc Gombault, voilà, il y a des mots qu'on ne peut plus utiliser aujourd'hui. La caricature d'Hervé Baudry sur Emmanuel Macron. Moi j'ai relevé qu'il voulait lever les tabous. Oui. Souvenez-vous bien de ça. Alors moi je propose le nouvel Emmanuel. Je vais lever les tabous. Donc je pense que ça irait bien dans son fauteuil en osier. Vous le dites avec une voix particulière. Sonia, c'est ça. Sur la forme, sur l'image, est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron, par rapport à tout ce qui se passe et notre budget, on va en parler à Bruxelles, c'est un redresseur d'image? Moi je trouve que, je ne le connais pas. Je l'ai vu sur l'écran simplement. Je trouve que il apporte quelque chose. En James Bond, il serait super. En James Bond, il manque de bien. largeur d'épaule quand même, je trouve. Il n'a pas. Bon, mais je trouve qu'il apporte une certaine gaieté, une certaine jeunesse. Ça change du caractère parfois un peu sentencieux de M. Montebourg, du caractère un petit peu détaché de M. Sapin.
Il a l'air de prendre les choses à bras-le-corps. On va voir ce que ça donne. Il est là depuis combien de temps? Très peu, quelques semaines simplement. Et donc je trouve qu'il participe quand même à cette démarche et je pense qu'il est plutôt bien parti. Éric Fotorino. En tout cas, moi je pense qu'il a une utilité vraiment fondamentale pour François Hollande. C'est-à-dire qu'on voit bien que Hollande peut être celui qui dit j'incarne les valeurs de gauche et puis Valls par Macron dit des choses justement qui sont lever des tabous, qui sont de dire finalement l'assurance chômage, c'était les 35 heures, vous vous souvenez, dans Le Point il y a quelques semaines. Donc il dit des choses, il les dit pas pour rien. L'entretien qu'il a donné au JDD ce week-end, il a été relu et validé à l'Élysée. Je ne vois pas qu'un ministre de ce rang puisse exprimer donc c'est un jeu de rôle. Hein. Oui, je pense. Oui. Et donc il est utile dans le rôle. Mais la jeunesse n'excuse pas la médiocrité. Tout à fait, monsieur Jean-Luc Gombault. Remarque pertinente de Gérald Dahan. Je trouve que c'est très très violent, quoi, de tout ce qui est balancé là. C'est violent, c'est-à-dire oui, c'est violent. Par rapport à ce qui était prévu quand vous souteniez, je ne sais pas si vous le faites, vous êtes encore un soutien de François Hollande, mais par rapport à ce que vous aviez vécu lors de la campagne. Plus maintenant. C'est difficile de soutenir quelqu'un qui vous déçoit à ce point-là. Karl Meilhus. C'est intéressant parce que, au fond, le problème d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est ce qu'il a la majorité à l'Assemblée nationale pour faire passer son texte de loi. Et voilà, quand on voit, Gérald Dahan n'est pas à l'Assemblée nationale, mais était un des soutiens de François Hollande par rapport à la campagne, mais le texte d'Emmanuel Macron est très loin des promesses de la campagne de François Hollande. Dans un certain sens, tant mieux, parce que ça peut libérer l'économie, mais on n'est pas sûr qu'il y ait la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Qui peut être loin, justement, à la fois des préoccupations, enfin, des souhaits peut-être de Gérald Dahan et d'une partie de la gauche, c'est le budget, Jean-Luc Gombault, mais il doit aussi se rapprocher des souhaits des Européens. Mais dites-nous, Jean-Luc Gombault, est-ce qu'on n'a pas trop surdramatisé cette séquence du budget soumis à Bruxelles? Non, c'est une période qui va être difficile pour... Monsieur Hollande, son équipe, parce qu'en fait, le budget sera soumis, je crois, demain officiellement à la Commission européenne, et le 30 octobre, la Commission européenne devra rendre son verdict. C'est important cette date parce que le 30 octobre, c'est la date de départ de la Commission actuelle et c'est l'arrivée de la nouvelle. Est-ce que l'équipe qui va partir, c'est important pour monsieur Moscovici, qui lui arrive le 1er novembre, va émettre un avis négatif? Donc, à partir de là, un système, une mécanique... Tout ça, c'est juste pour nous faire patienter, parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir des rectificatifs, des correctifs. Oui, c'est la question que je posais. Non, il n'y aura pas de rectificatifs. Ne croyez pas qu'il y aura des rectificatifs automatiquement. Des correctifs, forcément. Ne croyez pas qu'il y aura un rectificatif automatiquement. Il y aura un avis négatif. Et si les parlementaires français... J'ai été très surpris par la phrase de M. Sapin hier qui a dit « le Parlement français est souverain ». C'est faux. Mais ils anticipent le débat sur la souveraineté. C'est ça. Mais oui, mais non, nous avons construit une Europe pour une souveraineté partagée. Et donc, en fin de compte, le Parlement français n'est pas souverain. Éric Fotorino sur ce sujet important. Oui. Non, moi j'ai le sentiment quand même, là aussi, qu'il y a quand même une dramatisation dans la mesure où il y a une sanction s'il y a un manquement grave. Et personne n'a vraiment défini ce qu'était le manquement grave. Parce que la France, bien sûr, n'est pas au rendez-vous, mais elle ne sera pas la seule. Donc d'autres pays vont montrer que leur déficit est plus que les 3%. Donc je n'arrive pas à croire que ça va mal se terminer. Mal, Karl Meilhus, la Commission européenne tançait publiquement la France, qui est l'un des moteurs de cette Europe. Oui, et pourtant, la France s'était engagée auprès de la Commission. Oui. Enfin, ils n'étaient pas obligés de dire... Oui, on va arriver à 3% de déficit dans quelques années. Oui, le déficit structurel, on va le réduire. Et puis finalement, présenter un budget en disant le déficit structurel, finalement, on va être réduit très très peu. Quant au déficit PIB, alors là, les 3%, on n'y arrivera pas. Donc il y a un problème là qui sera très clairement relevé par la Commission, mais le pire peut-être n'est pas là. C'est finalement ce qu'on a appris hier de voir qu'il peut y avoir un accord entre Paris et Berlin. Donc, du coup, finalement, pour éviter les sanctions de Bruxelles, on se met dans la main de Berlin qui dit d'accord, mais à ce moment-là, vous faites les réformes. Et on retombe sur le problème de M. Macron, c'est-à-dire que les réformes qui vont être exigées par Berlin, c'est le marché du travail et l'indemnisation des chômeurs. Comme par hasard, les deux points que Macron a évoqués effectivement dans le JDD, et pour lesquels, alors là, on est sûr d'une chose, c'est qu'il n'y a pas la majorité à l'Assemblée ni au Sénat pour le faire voter. Donc, attendez, Jean-Luc Gombault, si on comprend, en fait, pour ne pas se faire retoquer, on est en train de négocier avec Berlin, donc Paris et Berlin négocient dans un donnant-donnant, on risque plus de perdre, d'ailleurs, Oui, parce on que va je pense s'engager sur une feuille de route de réforme. C'est-à-dire qu'en réalité, quand il y aura un avis négatif, et après la Commission européenne proposera des sanctions au Conseil européen. Et le système actuel, c'est que le Conseil européen, ces sanctions sont supposées être acceptées, sauf
si le Conseil européen les rejette. Donc il ne vote pas les sanctions, il peut rejeter les sanctions. Et à ce moment-là, le voix de l'Allemagne sera absolument prépondérante, et d'où le fameux donnant-donnant. Je ne vois pas d'ailleurs ce que ça peut être ce donnant-donnant. C'est-à-dire, on te donne un aval, et puis tu nous donnes les réformes. C'est pas un donnant-donnant tout à fait équilibré. Regardez la caricature d'Hervé Baudry. La bonne secrète, c'est qu'ils vont chanter le budget en tyrolienne. N'oubliez pas qu'on a Jacques Tirole. Mais oui. Et donc, voilà, il y a peut-être un petit air qu'ils peuvent connaître, les Allemands, avec l'Autriche, tout ça. Bon, il y a eu cette semaine cette bonne nouvelle, évidemment, avec notre prix Nobel d'économie, mais c'était une semaine quand même compliquée, Gérald Dahan, pour le gouvernement. Il y a le budget et puis il y a eu les contradictions et les idées émises, notamment par Ségolène Royal, tout de suite ensuite recadrées. Je m'adresse là à François Hollande. Est-ce que Ségolène Royal vous échappe à votre contrôle? Dites-nous. Quelle drôle de question vous me posez là. Je vais y répondre. Pourquoi me déroberais-je? C'est vrai qu'elle est un petit peu incontrôlable, Ségolène Royal. Pourtant, j'avais tout bien fait pour la contrôler, pour essayer en tout cas. La preuve, c'est que j'ai mis mon ex-compagne à l'écologie. C'est la bonne place à l'écologie. Ça prouve au moins que je suis pour le recyclage. J'ai tout fait pour essayer. Elle est incontrôlable. Puis en plus, vous savez, elle pleure tout le temps. C'est assez pénible. Dès qu'on lui dit un mot plus haut que l'autre, elle pleure, elle fond en larmes. C'est assez compliqué, on peut rien lui dire. C'est d'ailleurs pour ça qu'au gouvernement, ils l'ont surnommée en interne la crème anglaise. Pas parce qu'elle est anglaise, mais parce que pendant 20 ans, elle a accompagné le flanc. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle devient un petit peu la Jeanne d'Arc de la politique. Non pas parce qu'elle entend des voix, mais parce qu'on le voit bien, elle est en train de se griller totalement. Ça suffit. J'aurais pas d'autres questions sur ce sujet. Éric Fotorino, pour clore sur cette semaine du gouvernement, on peut dire quelle semaine quand même, débutée justement dimanche dernier par l'interview d'Emmanuel Macron et puis ces contradictions mises au jour. C'est-à-dire que Gérald Dahan parle de Jeanne d'Arc, mais on entend des voix, on n'entend pas une voix. Vous aussi et moi, oui. C'est-à-dire qu'on se disait, vous vous souvenez, quand il y a eu ce changement de gouvernement, on s'est dit, voilà, ce gouvernement sera sur une base plus étroite. Le Valls. On s'est dit, il sera sur une base plus étroite, mais enfin, en tout cas, il y aura une voix qui s'exprimera, il y aura une politique claire. Et là, finalement, on se rend compte qu'il y a à la fois les ministres qui disent des choses qui ne sont pas vraiment en phase. Il y a ceux qui étaient au gouvernement qui n'y sont plus, qui disent des choses horribles. Alors on ajoute la campagne, l'ancienne campagne, etc. Et c'est vrai que ça devient quand même assez inaudible, assez cacophonique. Alors on va parler, messieurs, à présent d'un autre sujet. C'est la restructuration de nos armées. Karl May, Jean-Yves Le Drian a donc annoncé les restructurations et suppressions de postes et d'unités pour l'année prochaine, 2015 dans l'armée. C'était attendu, mais ça fait mal. On a entendu tout à l'heure un élu, déjà en termes pour les conséquences économiques, humaines et sociales. C'est lourd. Oui, c'est lourd, notamment, vous passiez le reportage à Châlons-en-Champagne, on voit bien que les élus sont désespérés, parce que le départ d'un régiment, c'est plusieurs milliers de personnes avec leurs familles. Donc pour une ville de 40 000 habitants, c'est tout un pôle économique. Ce qui est super bizarre, c'est que c'est pile au moment où on s'attaque, la France n'a pas peur, elle s'attaque à l'État islamique, et tout d'un coup on nous annonce, non, en fait, on va avoir moins de militaires. C'est vrai qu'il y a ces contradictions, on demande beaucoup à nos armées. C'est vrai que ça fait bizarre, parce que on intervient, mais avec des moyens aériens. Oui, bien sûr. On n'intervient pas avec des troupes au sol. Et donc, forcément, il faut réadapter tout à fait. Mais on ne nous a pas précisé, encore une fois. On nous dit juste, boum, ça sort comme ça. Et puis, on est sur plusieurs fronts. Il n'y a pas seulement l'Irak, peut-être d'avenir la Syrie, il y a le Mali, il y a la Centrafrique et tout cela. Éric Fotorino, il y a les conséquences, donc on a entendu, économiques, humaines, sociales. Mais en même temps, on se dit, mais où est-ce qu'on aurait pu faire des économies sinon? Si on ne touche pas si on ne touche pas à ça. C'est bien la question. C'est-à-dire que regardez aussi sur les collectivités territoriales. Où est-ce qu'on va aller chercher 4 milliards d'euros? Ça veut dire qu'on va toucher à quoi? À un moment donné, ça touche un nerf, comme on dit. C'est-à-dire que, est-ce que c'est l'éducation, la culture? On voit bien que la culture, c'est, pour la gauche qui disait la culture, c'est un pan économique, on voit qu'il est attaqué aussi. Donc, effectivement, la quadrature du cercle qu'on ne trouve pas, c'est où faire vraiment des économies qui ne fassent pas mal, mais qui soient économiques. En général, quand elles sont vraiment économiques, c'est qu'elles font mal. Peut-être qu'Hervé Baudry a trouvé la solution, on va regarder. En fait, ça sème le trouble dans un autre pays, parce que si la France décapite le budget de la défense, où va-t-on? C'est ce qui se dit. Oui, parce qu'on parle de sommes considérables. Alors, le budget de la défense, c'est 30 milliards. Tout à l'heure, on parlait des allocations chômage, c'est 30 milliards. On a parlé toute la semaine dernière des problèmes des allocations familiales, c'est 15 milliards.
du quotient familial, c'est 15 milliards. Rien que ces 4 choses-là, vous êtes à 100 milliards. Et c'est là où on trouve du gras, si vous voulez. Ce qui est terrible, c'est sur l'armée, on a l'impression qu'on s'attaque à cette pauvre armée, j'ose dire, parce qu'on sait qu'elle défile sur les Champs-Élysées, mais jamais dans les rues. Oui, c'est la grande muette d'ailleurs. Hein, pardon ? C'est la grande muette. Oui, pour l'instant. Mais parce que l'essentiel des compressions, mais je vois, pour l'année prochaine, sur les compressions d'effectifs de fonctionnaires, les 2/3, c'est dans l'armée. C'est-à-dire que quand on parle de baisse d'effectifs de la fonction publique, en fin de compte, les 2/3, ça va être dans l'armée. Et depuis une dizaine d'années, c'est toujours l'armée. Et la question est de savoir si au bout d'un moment, même si je suis d'accord, c'est pas les mêmes effectifs, hein, il insiste là-dessus, M. Le Drian, si effectivement il n'y a pas une contradiction à être la France qui est, disons, au point de la lutte pour la liberté, etc., sur le terrain, et en même temps la suppression de ces effectifs. Et on va demander à Gérald Daron, justement, là je vais m'adresser, elle est au Premier ministre, Manuel Valls, c'est une restructuration quand même à marche forcée, c'est votre idée ? En effet, c'est une idée de moi-même, Manuel Valls. C'est un gouvernement de combat, mais désormais sans combattants. C'est-à-dire que le combat, c'est entre nous, au Parti Socialiste. Et j'ai décidé de réduire... C'est vrai, ça ne vous aura pas échappé, le nombre, les effectifs, le nombre d'effectifs de militaires, et de sacrifier le Val-de-Grâce. Car après tout, s'il n'y a plus de militaires, pourquoi y aurait-il des hôpitaux pour militaires? Le président, en tous les cas, avait dit que pour gouverner la France, il devait trouver une boîte à outils. Force est de constater que désormais, il a de manuel. Et ben voilà, c'est dit. Un mot peut-être sur le symbole du Val-de-Grâce. Karl Meilles, c'est quand même la vitrine de l'excellence médicale française. Oui, bien sûr. On va perdre un certain nombre de savoir-faire. Ça, c'était une surprise un peu pour tout le monde. Hein. On en avait entendu parler. Oui. Ça avait fuité depuis quand même un petit moment, cette information que le Val-de-Grâce sera fermé. Alors, autre sujet, messieurs, pour terminer ce club d'éditorialistes, c'est l'éloge de l'expérience. Dans les sondages, oui, ils ont la cote. Alain Juppé ou encore Ségolène Royal, on redécouvre, dans les enquêtes d'opinion, ces personnalités qui ont une vie politique mouvementée, en dents de scie. Regardez leur trajectoire et leur portrait croisé, signé ce soir Monir Souci. Sondage flatteur, popularité au zénith, Alain Juppé est l'homme du moment à droite. L'ancien Premier ministre résiste même au retour de Nicolas Sarkozy. L'image de l'homme rassembleur et au-dessus de la mêlée semble lui coller à la peau. Aujourd'hui, au centre de sa famille politique, c'est lui que l'UMP avait appelé en renfort pour jouer les juges de paix au moment de la guerre Copé-Fillon. Une reconnaissance unanime, pas toujours acquise, pour celui qui a connu une traversée du désert au début des années 2000 et subi une amère défaite aux législatives de 2007, le poussant à quitter le gouvernement. Pourquoi? Vous vouliez que j'aille très très mal, c'est ça qui vous exciterait, hein? Vraiment, on sent une délectation là, amusante. Est-ce que vous allez vous retirer de la vie politique, monsieur Juppé? Loin de la quitter, Alain Juppé est revenu patiemment dans le jeu politique jusqu'à se hisser à la place de favori à droite pour 2017. Aujourd'hui, il tient sa revanche. Bon, c'est vrai, l'âge présente des inconvénients. Il a aussi quelques avantages. Qui s'appelle expérience, qui s'appelle sagesse, qui s'appelle moins de fébrilité. Alain Juppé tente de faire de sa présumée faiblesse une force et son principal atout sera la carte de la sérénité, tout le contraire de Ségolène Royal. Elle est revenue par la grande porte, notamment grâce à sa capacité pour stimuler le débat, un retour inespéré après son double échec de 2012 aux législatives à La Rochelle et aux primaires socialistes. Je prends acte du résultat très décevant par rapport à la magnifique campagne. Touché mais jamais coulé, Ségolène Royal a toujours fait entendre sa petite musique. Même de retour au Conseil des ministres, elle continue à jouer sa partition, aux grandes dames de Manuel Valls, qui hier encore tentait un recadrage, un mot absent du vocabulaire de la ministre de l'écologie. J'ai le droit, en tant que ministre chargé des Transports, de mettre des idées sur la table. J'ai mis des idées sur la table, voilà, et j'ai ma liberté de parole. Difficile de contrôler l'ancienne candidate à la présidentielle, dont la soif de s'exprimer semble décuplée par sa traversée du désert. Voilà, sagesse, expérience et renouveau, et la caricature d'Hervé Baudry. Ah, c'est pas du primeur, hein, on sort des foires au vin. Vous avez le château Juppé et le palais royal, c'est des vins de garde. Hein, donc, avec modération, toujours. Bien sûr, avec modération, bien sûr. Mais Éric Fotorino, on peut souligner quand même cette incroyable, je veux dire, ironie du sort. Pour Alain Juppé, finalement, je veux dire, sa faiblesse, on lui reproche son âge, ça devient sa force. Oui, mais il faut quand même voir que tout ça est dans un certain contexte. On a eu un président, on va dire qu'il était trivial, qui était Nicolas Sarkozy. On a eu un président qui s'est dit normal,
on voit ce que c'est. Et tout d'un coup, je pense que sans attendre, oui, on pourrait l'avoir royal, mais non, sans attendre un césarisme ou quelque chose, mais on a envie d'un certain charisme. Et c'est vrai de se dire que est-ce qu'il y a des hommes d'État ou des femmes d'État? C'était pas la qualité première d'Alain Juppé, le charisme aussi, Absolument, il y a quelque temps. Mais justement, il a vieilli, il a mûri. J'ai entendu un autre humoriste dire à la tentation de Venise et celle de Denise maintenant, c'est assez drôle. Faire attention parce qu'en général, quand l'âge mûri, c'est juste avant l'âge pourri. Oui, quand on fait du IKM, quand on fait du Sauterne, mais quand on fait un vin... c'est le bel âge. C'est le bel âge pour la politique. Karl Meus. Ce qui est intéressant, ce que ça montre, c'est que, d'ailleurs Alain Juppé l'avait dit, il a eu le prix de l'humour politique pour ça, c'est qu'en politique on n'est jamais mort, il en est la preuve vivante. Et on est quand même le seul pays où les politiques, quand ils sont battus, peuvent traverser le désert et revenir. Quand vous voyez d'autres pays, je prends l'Angleterre, les États-Unis, les battus laissent la place, font d'autres choses, partent dans le privé ou font d'autres choses, et laissent la place à une nouvelle génération. Si on a Cameron, Obama, c'est parce que avant eux, Blair, Clinton ont été battus, ou sont partis, ont fini leur mandat et sont passés à autre chose. Nous, en France, c'est pas possible et ça correspond à ce que veut le peuple, puisque aujourd'hui, dans les sondages, ce sont ces gens-là qui sont en tête. Jean-Louis ? Vous vous rappelez ce qu'on disait lorsque M. Ayrault a quitté Matignon? Il est plus bas dans les sondages que ne l'a été Alain Juppé. C'est-à-dire que la référence des sondages les plus bas, c'était Alain Juppé. Et le voilà qui est. Est-ce que vous êtes d'accord si on demande l'avis de Nicolas Sarkozy quand même? Bien sûr. C'est-à-dire, je me remets à niveau. Je descends en ce moment dans les sondages. Mais vous allez voir que je vais remonter. Je pense que je vais remonter. De toute façon, je ne peux pas aller plus bas. Non, vous savez pourquoi je vais remonter? Je vais vous le dire. Parce que j'ai pas le choix. Alors, quand je dis que j'ai pas le choix, ça veut dire quoi? Je vais vous le dire aussi. Ça veut pas dire que si je veux redevenir président, il faut que je me sois sorti toutes mes affaires. Ça veut dire plutôt que si je veux me sortir toutes mes affaires, il faut d'abord vite que je sois président. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que Juppé, il arrête pas de monter, moi j'arrête pas de descendre, selon une enquête. Mais je vous rappelle bien sûr qu'il y a un grand nombre d'enquêtes dans laquelle je suis en tête. Vous le faites tellement bien qu'on en est surpris. Je vous remercie. Merci. Alors, comme tous les mercredis à présent, je vais vous faire réagir à la revue de presse de vos hebdos, à paraître demain dans les kiosques. Regardez, le Nouvel Observateur tout d'abord, avec cette photo en une. Et oui, Europe, croissance, emploi, Achtung, attention, pourquoi l'Allemagne doit lâcher du lest? Mais le fera-t-elle, Jean-Luc Gombault? C'est la question. C'est Nicolas Sarkozy qui le dit ou c'est... J'aime beaucoup Angela. C'est le couple Merkozy qui pourrait se reformer. Jean-Luc Gombault. Le lest qu'elle peut lâcher, c'est de nous permettre de ne pas en trop lâcher. Voilà, c'est un peu... Tout est dit. Voilà. Alors l'Express, pour ceux qui ont compris votre remarque, Jean-Luc Gombault, New York qui nous fait voyager. New York, la romantique et la frénétique, enquête sur la ville qui ne dort jamais. Éric Fotorino, oui. Dominique Strauss-Kahn, on a fait les frais, c'est vrai. Romantique. Très romantique. Plutôt frénétique que romantique. Non, moi je crois que vélo, New York, il faut y aller à vélo. Il faut faire du vélo à New York, c'est ça que je recommande. Pour un autocar. Exactement, pour tous les autocars. C'est mieux que l'autocar. Le point. Et enquête sur les jaloux. Une maladie qui gâche la vie. Alors j'allais vous poser les questions, messieurs. Vous faites partie de cette catégorie. La semaine dernière, c'était, je crois, les... Vous vous souvenez? Oui. Non. Les pervers narcissiques, non, c'est pas ça. Allez, on va terminer par l'hebdomadaire excellent, le 1, et c'est Éric Fotorino qui va nous le présenter. Voilà, on parle beaucoup de chômage et nous, on se penche sur toutes les pistes de réinvention du travail dans ce début du 21e siècle et le travail collaboratif, notamment ce qu'on appelle les Fab Labs, les ateliers où c'est plus la collaboration que les logiciels et que les brevets qui comptent. Voilà, à lire l'hebdomadaire le 1. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été nos invités. Merci Gérald Dahan, Éric Fotorino, Karl Meus, Jean-Luc Gombault. Merci Hervé Baudry. Merci Sonia. À la semaine prochaine. Regardez, on va terminer ce journal avec un hommage unanime après le décès de l'actrice Marie Dubois. Évidemment, on a beaucoup de souvenirs. Ce mercredi, à l'âge de 77 ans, près de Pau, où elle vivait, de Jean-Luc Godard à Alain Resnais, elle a joué avec les principaux réalisateurs contemporains. Elle accède réellement à la gloire grâce à son rôle, souvenez-vous, de Juliette dans La Grande Vadrouille, évidemment, de Gérard Horry, aux côtés de Bourvil. Et voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À demain. Belle et douce soirée à vous.